Bonjour, Salut, comment tu vas, Noël? bonjour, Salut, comment tu vas? ça va, ça va. Et ta santé? Tu t'es Oui, complètement ça va rétabli? beaucoup mieux, merci. Ok, tu as pu bien reprendre les cours. Oui, oui, Donc là, tu es pour l'instant, oui, 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 là, oui, oui, je vais beaucoup mieux, merci. en forme pour la suite. Oui, Et tu as pu te rattraper dans ce que tu avais raté, j'espère. oui, c'est juste, voilà, les chapitres que je vous ai dit là, que j'avais un peu du mal à comprendre, quoi. Tu vois. Tu as le coup? Tu peux m'envoyer le coup? Non, j'ai pas de cours. Aucun coup. Non. En Ok. fait, j'ai un cours donné par les autres élèves, mais pas Hein? très bien structuré comme le prof, en fait. Oui. Mais envoie-moi ça, je veux voir. Avoir une aperçu de ce qui a été fait. Ok, je vais essayer de vous l'envoyer par mail. Attendez, parce qu'il faut que je me connecte sur École Directe. Ok, vas-y. Je vous l'envoie sur quel mail? Je t'envoie le mail dans le groupe WhatsApp. Ok. Attendez, je vais sur le... Ok. Comment? Tu as vu? Alors, ouais, ouais, c'est bon, j'ai le mail. Là, je fais une capture d'écran pour vous donner quelques pistes de trucs. Ouais. Mais tu peux toujours laisser m'envoyer juste les captures d'écran sur WhatsApp, hein. Ouais, ouais. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire. Ouais, vas-y, fais-le, ce serait bien plus mieux. Du coup, je l'envoie par mail ou sur WhatsApp? Sur WhatsApp, sur WhatsApp. On va les capturer sur WhatsApp directement. J'en ai pas beaucoup, mais je vais essayer de mettre ce que je peux. Vas-y, envoie ce que tu peux. Là, je vois Normalement, chapitre c'est un. bon. Ok. Euh, Attendez, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Si vous voyez. Oui, oui, Vous j'ai voyez vu. ce que j'envoie ou pas? Oui, oui. Je suis en train de voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai vu. Donc là, je vais essayer de donner des pistes en fonction de ce que j'ai. Ok, ok. Hum, hum, hum.
C'est bon? Oui. Il y a là, dans le chapitre 1, le temps et les roches. Il y a la datation, les relations géométriques, le rôle des fossiles, l'échelle stratigraphique. Oui. OK. Euh, L'âge de la Terre, je ne sais pas si vous aurez besoin de l'âge de la Terre, mais est-ce que tu penses qu'ils ont parlé de l'âge de la Terre ou pas? Un peu, ouais, je pense. D'accord. Donc déjà, la Terre, pour avoir une idée, la Terre a environ 4,5 milliards d'années. Ok, Donc, pour donner l'intervalle qu'on nous donne souvent, c'est 4,5 milliards d'années. ok, Donc, la Terre a plus de 4,5 milliards d'années. ok. On prend des notes. Ouais. Ouais, Un instant. c'est bon. OK. La relation chirologique, document 1, les principes de la datation relative. Déjà, la datation, comme tu l'entends, c'est daté, tu vois. Datation, date. Au fait, ce sont des principes pour donner un âge aux roches. Ok. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Oui, je vous suis. OK. Donc, en gros, on aura deux types de datation. On aura la datation relative et la datation absolue. Ok. Donc, la datation relative, Oui, elle permet au fait de voir quel événement est plus ancien ou plus récent. ok. Elle permet de classer les événements dans le bon ordre sans donner des âges en millions d'années. Vu qu'on ne peut pas être précis, on ne peut pas donner l'âge précis, on utilise ces Oui. principes au fait pour avoir une idée, tu vois, avoir un intervalle Hmm. de qui est plus vieux que qui, tu vois. C'est comme si on prend Ok. un adulte et un jeune. Tu es d'accord avec moi que c'est à partir de la morphologie, par exemple, on dira non, telle personne est plus âgée ou est plus grande que telle personne. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, en gros, c'est la même chose. On ne pourra pas donner l'âge exact, mais on pourra donner, au fait, on pourra dire qui est venu avant qui ou qui est venu après qui, tu vois. Oui, oui, je vois. Voilà. Donc, en gros, elle a quatre principes. Elle a quatre Ok. principes. Elle a quatre principes. La superposition. Oui. Je peux continuer. Tu notes, non? Oui, je note. Ok. Donc, si je vais vite, tu me dis et puis je prends des pauses. Oui, de toute façon, je suis avec le livre aussi. Ok, d'accord. Donc, je peux aller. Oui, Ok. Donc, elle a quatre principes. On aura la superposition, la continuité, l'inclusion et le recoupement. oui. Donc, la superposition, quand on parle de superposition, c'est euh, c'est pour dire qu'une couche de roche est plus ancienne que celle située en dessous. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Ouais, ouais, j'arrive. Ouais. Voilà. Donc, la superposition, en fait, c'est lorsqu'on prend le principe de la superposition, c'est juste pour dire que lorsqu'on prend une couche de roche ou bien une strate, elle est plus ancienne que celle située en dessous d'elle. Ok. La continuité. La continuité, c'est pour dire que euh, une même couche a le même âge sur tout son étendue. Une même couche a le même âge sur toute son étendue. Les gens, si elle est sur la même étendue et tu prends ça à ce niveau, celle à un niveau A a le même âge que celle à un niveau B ou à un niveau C. Ok. Ça, c'est la continuité. C'est bon? D'accord. Oui. L'inclusion maintenant. Parlons de l'inclusion. Je vais prendre l'exemple d'un...
d'un caillou. Si un Oui, caillou est inclus dans une roche, il est plus ancien plutôt que cette roche-là. c'est obligé. Voilà. Donc là, c'est le principe d'inclusion. Si un caillou est inclus dans une roche, il est plus ancien que cette roche. Et le Ok. recoupement maintenant, au niveau du recoupement, on parle des failles ou des intrusions. Je ne sais pas trop si tu vois ce qu'on appelle une faille. Ouais, j'ai compris. Voilà. Donc le principe de recoupement à ce niveau, on dit qu'une faille ou intrusion est plus récente que les couches qu'elle traverse. Oui, Donc, tu ok. gardes, tu gardes qu'on a quatre principes. La superposition, la continuité, l'inclusion et le regroupement. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, superposition, qui dit superposition, dit qu'une couche est plus ancienne que celle qui est Hmm, située en dessous. Une même couche a le même âge sur toute son étendue. Et l'inclusion, un caillou inclus dans une roche est plus ancienne que la roche en elle-même. Et le recoupement, hmm. on parle, au niveau du recoupement, on parle des failles ou des intrusions. Une faille ou une Oui, intrusion est oui. plus récente que la couche qu'elle traverse. C'est bon? Ouais, ouais. Voilà. Donc là, on a parlé des quatre phases, des quatre principes plutôt. Ok. Ouais, les quatre principes de data session. Hum. Après, vous avez parlé de le rôle des fossiles. Ok, oui. Attendez juste, je change ma page de cours. OK? Au moins, je peux mieux suivre. Ouais. Oui, c'est bon. Donc, le rôle des fossiles. Déjà, un fossile est un reste, une trace d'organisme vivant conservé dans la roche. Un fossile, Ok. un fossile est un reste, une trace. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, je l'ai sur mon livre. Vous inquiétez pas. OK, OK, En fait, d'organisme moi, vivant. oui. Oui, non, je t'écoute, vas-y. Ah non, en fait, moi, en fait, le rôle que j'aimerais que vous fassiez, en fait, c'est juste Oui. m'expliquer les trucs. Moi, les définitions, les trucs comme ça, je les ai. OK, d'accord. OK. Merci, merci beaucoup. OK. Donc, un fossile est un reste ou une trace d'organisme vivant conservé dans la roche. Lorsqu'on parlait, par exemple, tout à l'heure du principe d'inclusion, tu vois, on a Oui, dit, j'ai pris l'exemple d'un caillou, j'ai dit qu'un caillou est au fait plus ancien que la roche dans laquelle elle est située. Tu vois. Donc, si je prends l'exemple d'un dinosaure maintenant, d'un reste de dinosaure qu'on retrouve à un niveau, à un endroit donné, on dira carrément que c'est au fait un fossile, tu vois. On appellera ça oui, un fossile qui est au niveau d'une roche. Donc, cette fossile-là est plutôt plus ancienne que la roche dans laquelle elle est, ok. tu vois. Oui, Voilà. ouais, Donc, parlons des fossiles stratigraphiques maintenant. En gros, ce sont des fossiles très utiles pour dater les roches. C'est logique, vu que, par exemple, en haut, par exemple, on a pris l'exemple et des restes de dinosaures, par exemple, qu'on retrouve au niveau d'une roche. Tu es d'accord avec moi que hmm, ces restes-là, retrouvés au niveau de cette roche-là, va nous permettre, au fait, d'étudier la roche en elle-même. c'est vrai. Voilà. Donc, elles sont très utiles, au fait, pour dater les roches. Ok, Euh, Puis, il doit également garder que elles ont vécu pendant une courte période, mais sur une grande ok, surface de la Terre. Les fossiles n'ont pas, n'ont pas vécu pendant longtemps, mais ont été en quantité suffisante, au fait, sur la planète. C'est bon? d'accord. Oui, Donc, et ces fossiles-là peuvent nous permettre de comparer l'âge de couches, de certaines couches, dans différents endroits. Elles peuvent nous permettre de calculer l'âge des couches dans différents endroits. Et ok, elles sont également reconstituées dans l'ancien environnement.
Là, on parle de paléo-environnement. Je sais pas si vous avez utilisé le thème, mais paléo-environnement, c'est juste pour dire dans l'ancien environnement, au fait. Et elle Ok, permet, tu gardes également que pour comparer deux couches dans différents endroits, on peut utiliser simplement les fossiles. Les fossiles aident réellement à comparer deux couches dans différents endroits. d'accord. Ah oui, ça, je me rappelle qu'on en avait parlé. OK. Après, il y a affiner là, la datation, c'est ce qu'on vient de faire. L'affinement, c'est pour Oui, dire que ça permet au fait de dater les roches, ça permet de comparer l'âge de deux couches. ok. Mm, mm. Il y a l'échelle stratigraphique. L'échelle. Dans ton document, on dit quoi sur l'échelle? J'essaie de me rappeler. Oui, Oui, ton document, on dit quoi sur l'échelle stratigraphique? oula. L'échelle stratigraphique. Attendez, page 140. Parce que du coup, en fait, je regarde avec le livre. OK. Euh, non, je ne saurais pas vous dire. OK. C'est pas grave. Déjà, bon, laissons. Hum. Donc, l'échelle stratigraphique, en gros, c'est comme un calendrier, tu vois. C'est comme D'accord. un calendrier de la Terre. Ok. C'est une division, en fait, des temps géologiques qui sont basés Hmm. sur les couches de roches et sur les fossiles qu'elles contiennent. Donc, en gros, sur l'échelle stratigraphique, on a, en fait, la liste de certains temps, tu vois, comme le Crétacé, le Jurassique, des trucs comme ça. On a cette liste-là. Et on a Ok. également les couches ou les strates et les fossiles qu'elles contiennent. Ok. Donc, l'échelle stratigraphique, en fait, c'est une division du temps géologique qui est basée sur les couches de roches, appelées strates, et sur les fossiles contenus contenus au niveau de ces roches-là. Donc, en gros, le rôle de l'échelle stratigraphique, c'est de permettre, elle permet au fait de découper l'histoire de la Terre en différentes unités de Elle temps. permet, je vais entendre, elle permet de découper l'histoire de la Terre, c'est ça? Oui, en différents, Ok. oui, elle permet de découper l'histoire de la Terre en différentes unités de temps. Tu vois, D'accord. comme si je prends le Jurassique, le Crétacé, euh, genre, durant cette période-là, on sait que oui, on a telle roche, on a tel fossile, tu vois. Donc, en fonction des unités de temps données, il y a telle ou telle chose. Quand on prend le paléozoïque, le panéozoïque, ce sont en fait des exemples, tu vois, ce sont des exemples Ok. de, de niveau et tout. D'accord. Et la méthode de construction, c'est en combinant plusieurs méthodes. Pour construire, en fait, l'échelle Ok. stratigraphique, il y a, on combine plusieurs méthodes. Donc, on commence par l'analyse des strates en fonction de leur épaisseur, de leur composition, de la superposition. On fait l'étude des fossiles. Vu qu'on a dit que elle est basée sur les couches et les fossiles qu'elle contiennent, on est censé analyser pour voir qui est plus ancienne que qui, pour voir quel fossile on a au niveau de telle roche, ainsi de suite. Donc, en gros, pour construire l'échelle stratigraphique, on doit étudier déjà les strates, faire l'étude des fossiles et la corrélation entre les régions et la datation également.
Ok. Et l'unité, il n'y a pas d'unité fixe. Je dis unité. L'utilité de l'échelle. L'utilité, comme on l'a dit au début, c'est reconstituer l'histoire de la Terre, dater des événements plus rapidement, puisque l'échelle stratigraphique, au fait, lorsque tu as l'échelle et on te demande de dater telle ou telle roche, tu regardes au niveau de ton échelle, tu jettes un coup d'œil et tu regardes. Lorsqu'on a tel fossile au niveau de telle roche, on parle de quel temps, tu vois, et directement tu arriveras dans Ok. l'état de date. Et c'est plus facile, tu vois. Donc l'utilité de l'échelle D'accord. L'utilité de l'échelle, c'est de reconstituer l'histoire, dater les événements, c'est comprendre l'évolution du vivant, comprendre également Ok. l'évolution du vivant. En fonction de chaque période, si on prend le Jurassique, le Crétacé et le Tertiaire, en fonction de chaque période, au fait, il y aura, la période aura, au fait, son air, tu vois, aura les couches qui ont été à cette période-là, les fossiles qu'on a eu à cette période-là, ainsi de suite. Donc, ça va permettre également de comprendre l'évolution. C'est bon? Ok, j'ai compris. Donc, si tu as compris ça aussi, ça va pas. Et la suite, c'est... On dit bilan, les relations géométriques, superposition, inclusion, permettent de reconstituer la chronologie relative de la structure ou d'événements géologiques de différentes natures et à des différentes échelles d'observation. Les associations de fossiles stratigraphiques, fossiles ayant évolué rapidement et présentant une grande extension géographique sont utilisées pour caractériser les intervalles de temps. Tu vois, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que Mhm. tu as compris? Ouais, ça, j'ai compris. Du coup, là, on a fini le chapitre 1 ou il reste quelque chose encore? Non, il reste. Là, au fait, on a deux datations. On a la datation absolue et la datation relative. On a dit que la datation absolue euh, permettait de donner l'événement, de dire qui est plus ancien que qui ou qui est plus récent que qui. Ok. Maintenant, on aura la datation absolue. La datation absolue nous donne l'âge exact en millions d'années. C'est la Ok. différence entre les deux. L'autre nous permet de dire qui est plus vieux que qui. Mais il y a, je prends l'exemple de l'homme également. Lorsque tu vois un vieillard jeune à côté, tu te dis directement non, lui il est plus vieux que lui, sans pour Oui. autant donner l'âge de l'un ni de l'autre. Ouais, juste en fait, on détermine en voyant qu'il est plus âgé. Oui, voilà. Or, lorsqu'on va maintenant si par exemple on prend à l'âge de naissance maintenant, on verra le jour exact de la naissance de telle et de telle personne, et qui nous permettra de dire que telle personne a tel âge. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, en gros, c'est la même chose avec la datation absolue relative. La datation relative nous permet d'avoir une aperçu de qui est plus vieux que qui ou de qui est plus jeune que qui. Mais la datation euh, absolue nous permet de donner l'âge exact des roches. Ok. Donc, la datation absolue, elle utilise la radioactivité naturelle des éléments contenus dans le minéraux. Je pense que tu as déjà fait la chimie. Oui. Donc, si tu as fait la chimie, c'est que, attends, c'est la physique, je pense, la physique. Vous avez parlé de la radioactivité, ou pas Oui. encore? Vous avez déjà fait la radioactivité? Oui, un peu, ouais. Oui, donc, lorsque vous avez fait la radioactivité, avant ça, vous avez parlé des trucs alpha, bêta, bêta plus, bêta moins. Vous avez fait ça. Après, maintenant, vous êtes allé sur la radioactivité. Au niveau de la radioactivité, vous avez parlé je pense, de l'uranium Oui. l'uranium avec des neutrons qui peut donner du plomb ou autre chose. Oui, 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 on a fait ça. Voilà. Donc, en gros, la datation absolue, au fait, utilise la radioactivité naturelle des éléments contenus dans les minéraux.
Donc, Oui, les éléments radioactifs se transforment à un rythme régulier en d'autres éléments, comme vous l'avez fait en physique. À partir de l'uranium, si ma mémoire est bonne, c'est uranium 238 plus un neutron 0,1 qui va donner maintenant le plomb 206 plus maintenant d'autres trucs. Tu es d'accord avec moi? Donc, en gros, oui, c'est la même chose, au fait. C'est pour te dire ici que la datation absolue, au fait, utilise la radioactivité des éléments contenus dans les minéraux, puisque les éléments radioactifs, au fait, se transforment à un rythme régulier en fonction, et en d'autres éléments. Tu vois, tout simple, tu arrives à ouais, garder ouais. ça, c'est tout good pour toi, au fait. En mesurant la quantité de chaque élément, on peut calculer l'âge de la roche. Donc, Ok. normalement, lorsque vous avez fait le cours de, et vous avez Radioactivité. fait le cours de radioactivité, vous auriez à parler du carbone 14 qui permet de dater, qui permet de faire la datation. Peut-être vous n'avez pas trop Oui, détaillé, mais vous avez parlé du carbone 14 qui peut être transformé en C12, des trucs comme ça. oui, oui, Voilà. Donc, en gros, c'est également le carbone 14 permet au fait de dater, de faire la datation. oui. Oui, ça, je me rappelle qu'on l'avait fait en physique-chimie. Voilà. Donc, le carbone 14 permet de dater, de faire la datation. Donc, ici, tu dois juste te dire que voilà, datation absolue, ça permet de donner l'âge exact en millions d'années qu'elle utilise la radioactivité naturelle des éléments contenus dans les minéraux. Et qui parle de minéraux, au fait, quand on parle de minéraux, on parle de carbone, uranium, plomb. En gros, c'est de ça, au fait, il s'agit. Et les éléments radioactifs se transforment à un rythme régulier. Quand on parle de transformation, c'est juste pour dire qu'avec le plomb, non, bon, pas le plomb, avec l'uranium 238, on peut avoir le plomb 206, ainsi de suite, tu vois. Parce que là, Oui, ce serait l'uranium qui est euh, le produit et le plomb sera du côté des réactifs. Tu es d'accord avec moi? oui, Voilà, donc l'uranium qui se transforme en plomb, c'est toujours le même système, en fait. Il faudrait juste que, voilà, c'est que tu as suivi correctement l'autre cours, tu fais juste la nuance entre les deux et tu pourras correctement comprendre ce qui est là. oui, oui. Voilà. Et lorsque vous avez fait la radioactivité également, vous avez parlé du phénomène de demi-vie, le temps de demi-vie. Oui, C'est un demi. oui, Voilà. Donc ici également, c'est ça, c'est de ça il parle au fait dans le bilan. C'est un demi, normalement, vous avez mis que ça fait euh, ln de 2 sur et la longueur d'onde. Oui, mais du coup, en fait, j'étais pas là quand ils ont fait ça, justement. Lorsqu'ils ont fait le cours de physique, Oui, ah ouais. Sinon, ça aurait pu t'aider, ça aurait pu t'aider. La partie radioactivité aurait pu t'aider. Que là, ils ont fait le temps oui, de demi-vie. Au fait, le temps de demi-vie, au fait, c'est juste le temps au cours duquel il y a la moitié, au fait, qui a été consommée. Tu vois. Si on oui, prend, oui, quelque chose qu'on prend le temps de demi-vie, c'est juste pour dire le temps au cours duquel la moitié du réactif, bien du produit, je sais plus trop, a été consommé. oui, Voilà. Donc, dès que tu as encore le coup, tu essaies de jeter un coup d'œil. Ça va beaucoup plus t'éclairer, au fait. Plus au niveau du bilan, par exemple, ils mettent la désintégration radioactive, un phénomène con- continu et irréversible. La demi-vie d'un élément radioactif est caractéristique de cet élément, tu vois. Donc, le temps de demi-vie, oui, au fait, intervient ici. Le temps de demi-vie en physique, c'est un truc qui a été détaillé, tu vois. La quantité d'un élément P radioactif se désintègre de manière continue et irréversible en élément phi radiogénique permettant de déterminer l'âge des minéraux constitutifs d'une roche. hmm, Donc, en gros, ils expliquent juste comment passer de l'uranium au plomb, tu vois, un truc comme ça. Or, si toi, oui, tu as déjà la méthodologie en tête, c'est fini.
il suffira juste que tu lises une fois, deux fois et tu vas garder, tu vas garder ça directement. Hmm. Voilà. On dit différents chronomètres sont classiquement utilisés en géologie, RBSR. Au fait, lorsque c'est RBSR, KAR ou UPB, c'est au fait en fonction des années, tu vois. Lorsqu'il s'agit de dater, par exemple, certains mois, on va pas utiliser tous les minéraux pour tout dater avec. On peut utiliser tous les Ouais. minéraux pour tout dater avec. C'est au fait, c'est que la période est plus grande. Il s'agit disons, 100 millions d'années, par exemple. Tu vois, on utilise telle chose. S'il s'agit de quelques jours ou de quelques mois simplement, on utilise tel minéraux, bon, telle coupe de minéraux. Ou s'il s'agit euh, de, de 2000 ou 3000 ans, tu vois, on utilise tel minéraux. Donc, en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps, on utilise certains minéraux. Oui. Donc voilà, voilà pourquoi au niveau, ils ont mis différents et chronomètres sont classiquement utilisés en géologie. Donc la différence est juste en fonction du temps, en fonction oui, du temps de la période qu'on utilise différents minéraux. Voilà, Ok. comme ils le disent à la suite, ils se distinguent par la période de l'élément pair, tu vois. C'est en fonction de la période, Hmm. en fait, on utilise telle ou telle chose. Les datations sont effectuées sur des roches magnétiques ou métaboliques en utilisant des roches totales ou leurs minéraux utilisés. L'âge obtenu est celui de la fermeture du système, arrêt des échanges. Attention, ceci conduit à des valeurs différentes au sein d'une même roche, car les temps de fermeture varient d'un minéral à un autre, tu vois. Donc, on ne peut pas utiliser tous les minéraux, au fait. On ne peut pas utiliser un même minéral pour dater toutes les périodes, puisque le minéral a eu Ok. son temps, au fait, et comment je vais le dire? Hum, Hmm. c'est comme prendre un vaporisateur. Lorsque ça finit, c'est fini, en Ok. fait, tu vois. Lorsque Oui, oui. c'est fini, on ne peut plus le réutiliser. Donc, exactement. Donc, il faudrait en fait adapter chaque minéral en fonction maintenant de la période et de la période dont il s'agit. Ok. Voilà. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre et tout. Ouais, je comprends, je comprends. OK. Donc, là, je pense que c'est tout pour le chapitre. Hein? Oui. Chapitre 2, les traces sur passé mouvementé de la Terre. N'est-ce pas? Traces d'un océan disparu. La partie trace d'un océan disparu, tu veux juste regarder dans ton document et tu me fais la photo. Il y a que ça, hein, je vous ai tout envoyé. Bon, le document dont tu m'as parlé, le document dans lequel tu es, Oui. oui, tu peux m'envoyer une photo du document. Je vais essayer de voir un truc. Ok. Je vais essayer de. Sur Je quoi vous regarde m'avez dit? les, les océans disparus. Oula. Parce que j'ai regardé depuis tout à l'heure et j'ai pas trop vu ça, hein. J'ai pas d'océan disparu Attends, sur mon livre. ah, ok. Puis ils ont mis document 1 à page 162. À 162, attendez. Oui, Ah oui, attendez, je vous fais une capture d'écran. Attendez, juste on m'appelle. Vous pouvez me laisser une minute, s'il vous plaît? oui. Merci.
Alors c'est bon, du coup, j'arrive, je vous envoie le truc. Ok. Voilà. Comme Marseille, tranquille, tellement je en emblème. Couleur dans mon cœur, et quand vient le week-end, Marseille. Non, je vous envoie. C'est bon, normalement, je vous ai envoyé le truc pour qu'on puisse avoir un support visuel. Ouais, je suis en train de voir. Voilà. Ok. C'est bon? Oui, normalement, ça va. Euh, Déjà, le truc, c'est les traces d'un océan disparu. Déjà, avant Oui, qu'il y ait disparition, tu es d'accord avec moi, qu'il y a naissance de l'océan. oui, Donc, tu dois garder que le tout commence par un rift continental. C'est dit au niveau du résumé, je pense. Si on va au niveau du bilan, si on essaie de lire le bilan d'abord, on dit sous l'effet de flux euh, montélique, ou bien c'est ça? Le flux montélique, la lithosphère continentale peut subir des contraintes tectoniques en expansion qui conduisent à sa fracturation. La formation de failles normales qui s'incurvent jusqu'au manteau favorise la mise en place des blocs basculés au fur et à mesure de l'expansion. La fracturation entraîne l'amincissement de la croûte et l'imation de manteau sous-continental. Ce dernier est hydraté et placé dans des conditions de pression entraînant une fusion partielle à l'origine de la production de poutres océaniques. C'est l'accrétion océanique. Les bordures de l'océan en formation sont qualifiées de marges passives. Ces marges recueillent les sédiments dans des dépressions formées par le basculement des blocs. On distingue d'abord une phase de rifting continental où la couverture sédimentaire des blocs basculés est essentiellement le résultat de l'altération des reliefs des bords d'un rift, puis sédimenté, puis sédiments, puis les sédiments deviennent marins et enregistrent graduellement l'activité tectonique. Donc, en gros, en fait, tout part du rift continental. Tout part du rift continental. Et un rift, c'est quoi? Un rift, c'est une fracture dans un continent. Tu as des forces ok, de divergence, tu as des tensions. Donc, un rift, c'est une ok, fracture dans un continent due à des forces de divergence, à des tensions, au fait. d'accord, Donc, la conséquence d'un rift, c'est comment un rift apparaît, c'est plutôt le continent qui commence à se fissurer. Et puis, on voit des failles qui apparaissent. Et puis après, maintenant, il y a le magma qui remonte, tu vois. Ça, c'est oui, simplement. Ouais. Et puis, il y a le rift maintenant. Ils ont parlé de rifting continental. Il y a également le rift. Après le rift continental, le rift maintenant devient un océan. Je sais pas oui, si tu comprends. ouais, ouais, En gros, c'est pour dire au fait que l'océan vient du rift, tu vois.
que tout part au fait de Oui. là. Que tout part de là. Donc, l'océan, le rift qui devient l'océan. C'est, en gros, lorsqu'il y a fracture, on a dit que le rift, c'est une fracture du continent. Tu as des forces de divergence. Donc, si la fracture continue de s'élargir, l'eau de mer entre, ce qui va créer un océan. C'est pas si tu vois, c'est tout simple en fait. Ouais, je comprends. Voilà, donc c'est euh, à partir de la fracture qui s'élargit et tout, qu'on aura une entrée d'eau de mer entre elles qui va créer maintenant la création d'un océan. Donc c'est comme ça, l'océan apparaît. Et après maintenant, il y aura le magma qui va former le basalte, créant ainsi la croûte océanique. Et hum, ouais, créant ainsi la croûte océanique qui va donner la dorsale océanique. Maintenant, la Hmm. disparition. Parlons de la disparition. Elle disparaît par subduction. Elle Ok. disparaît par subduction. Là même, il y a deux cas. Le premier, c'est quand deux plaques convergent. Quand deux plaques convergentes convergent. Si tu te rappelles du cours que vous avez fait sur la lithosphère, je ne sais pas si vous avez fait ça cette année. En première. Voilà, en première, le coup sur la lithosphère, on a dit qu'il y a la plaque océanique qui plonge sous la plaque continentale Ok. par subduction. Donc, en gros, la disparition d'un océan se fait au fait par subduction. La subduction ferme peu à peu l'océan, tu vois. Donc, c'est la Hmm. subduction, au fait, qui ferme peu à peu l'océan. Disons, l'océan se rétrécit au fur et à mesure que la croûte océanique disparaît. Vu qu'on a dit que la croûte océanique, en première, vous avez dû voir que la croûte océanique plonge sous la plaque continentale lors de la subduction. Donc, en Oui, gros, oui, je me rappelle. voilà. Donc, en gros, lorsque l'océan rétrécit, lorsque, je dis l'océan, lorsque la croûte océanique finira au fait par disparaître, lorsqu'on ne va plus la voir, il y aura maintenant l'océan qui va rétrécir en Ok. fonction de la disparition de la croûte océanique. Donc, l'océan rétrécit au fur et à mesure que la croûte océanique disparaît. Donc, quand toute la croûte océanique aurait disparu, les continents, en fait, vont se rapprocher par collision, formant ainsi des montagnes. Et donc, lorsqu'il y aura ces montagnes-là, on n'aura plus, au fait, l'océan. D'où le mécanisme de la disparition de l'océan. Je sais pas si tu as pu comprendre. Ouais, ouais. Mais j'ai une petite question. C'est 1 heure le Oui. cours, c'est ça? 1h30 ou bien c'est 1 heure. Attends, je vérifie. Je sais Parce qu'en pas. fait, là, je préfère faire 30 minutes plus tard, parce que là, en fait, je comprends petit à petit, en fait. Ok. Donc, il faudrait que je dise sur le groupe qu'on a fait 1 heure. Attends. C'est 1 heure ou 1h30. Je vais regarder. Ok. Attends, le cours. C'est 1 heure. Non, il n'y a pas écrit, hein. Ouais, c'est pas écrit. D'accord. Bon, attendant, on peut continuer. De toute façon, je vérifie si Véronique répond. Ok. Donc là, à côté, je voici. Est-ce que vous avez fait ça? Oui, vous avez parlé du cycle de Wilson. Ouais, moi, j'en ai pas trop entendu parler, non. Donc, le cycle de Wilson, ici, vous mettez la dynamique de la lithosphère conduit à la réunion de blocs continentaux ou à leur fragmentation
souvent suivi de la mise en place de la lithosphère océanique. En gros, le cycle de Wilson, c'est le cycle de vie d'un océan. Ok. Donc, le cycle de Wilson, c'est le cycle de vie d'un océan. C'est un modèle, au fait, géologique qui explique, comment je le dis? Voilà, qui explique que les océans naissent, s'élargissent, se ferment et disparaissent. Tu vois? C'est un cycle, au fait, Mhm. c'est le cycle, au fait, qui ne change pas. Ok. C'est le modèle qui explique, genre, on quitte la naissance, l'élargissement, le refroidissement, le refermement et la disparition. Donc, quand on parle de Ok. naissance, c'est lorsque ça quitte, ça passe d'un rift à un océan, comme on l'a dit au début. L'élargissement, c'est à travers les dorsales, se referme. C'est pas la subduction. Vu qu'on a dit que c'est la croûte océanique qui plonge sous la croûte continentale. Et la disparition, c'est lors de la collision où on a les chaînes de montagnes. Je sais pas si tu arrives à comprendre, mais tu aurais Ouais, besoin que ouais. je t'envoie ça. Moi, je veux bien quoi, que vous m'envoyez ça quand même, ouais. Ok. Donc, je vais essayer de t'envoyer ça dans le groupe. Merci. Et Et le cycle complet, il faudrait que tu saches que ça fait environ 400 et 500 millions d'années. Hmm. Ça fait 400 à 500 millions d'années. Après ça, vous avez parlé de quoi encore? L'orogenèse. Vous avez parlé de l'orogenèse successive. Ah oui, L'orogenèse successive. L'orogenèse, déjà, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus qui conduit à la formation d'une chaîne de montagne. hmm. L'orogenèse, ensemble des processus qui conduit à la formation d'une chaîne de montagne. D'accord. Allô? Oui, tu me reçois? Oui, Donc, l'orogenèse, généralement, elle résulte d'une collision. Elle résulte d'une d'accord, collision. C'est pour dire il y a orogenèse lorsque deux plaques lithosphériques, oui, lorsqu'il y a collision de deux plaques lithosphériques après la fermeture d'un océan. d'accord. Je sais pas si tu as compris, tu arrives à comprendre. Oui, Donc, l'orogenèse résulte généralement de la collision de deux plaques lithosphériques après la formation d'un océan. Donc, après qu'il y ait formation d'un océan, il y a maintenant, il y a, après collision de deux plaques lithosphériques au niveau d'un océan, on aura l'orogenèse. C'est bon? ok. Oui, Donc, les étapes de l'orogenèse, je ne sais pas si vous les avez fait. Attends, je vais voir. Notez les différents cycles, repérer les conditions, la dynamique. Attends, essayons de lire le bilan, voir. S'ils n'ont pas parlé des étapes, tu n'aurais pas besoin de travailler avec. Contrairement aux roches de la lithosphère océanique âgées au maximum de 200 millions d'années, les roches des domaines continentaux peuvent être bien plus anciennes. Les roches portent des marques de la présence d'anciennes chaînes de montagnes, aujourd'hui disparues, issues de cycles orogéniques successifs. Une ceinture orogénique cartographie l'ensemble des traces correspondant à un cycle orogénique d'âge et de contexte donné. Le déplacement des plaques à la surface du globe modifie la paléographie de la planète. Il se traduit par une je sais pas. alternance cyclique de phases de fracturation de supercontinents qui créent de nouveaux océans et de phases disparues de la lithosphère océanique à l'origine. On parle de cycle orogénique. Ok, c'est bon. Donc, les étapes de l'orogenèse, tu dois regarder que comme étape, on a la subduction, la collision, l'érosion. Subduction,
collision, érosion. Les étapes de l'orogenèse. Tu me reçois? Oui, oui, j'écoute. Donc, donc, subduction, comme on le dit depuis un moment déjà, subduction, c'est une plaque océanique qui plonge sur une autre plaque. Et on aura la formation d'un lac volcanique. La collision. La collision, c'est quand l'océan a disparu et qu'il y a deux continents. Il y a, il y a eu deux continents qui sont rentrés en collision. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, Et la collision, au fait, va provoquer des plissements, des failles inverses. Faille inverse, est-ce que ça te parle? Faille inverse, faille normale. non, Vous n'avez pas fait les failles cette année? non, Tu as su. non, non, on n'a pas fait ça. Ah, ok. Sinon. Donc, la collision, tu dois. Ah, ok, ouais, c'est en premier. La collision, tu dois regarder au fait que après qu'il y ait collision entre deux continents, il y a l'océan qui disparaît. Ce qui va provoquer maintenant le plissement, les failles. Bon, quand je dis faille, au fait, faille, c'est la compression. Tu vois, lorsqu'il y a compression entre des roches. Et Ok, également, ça va provoquer des nappes, des nappes. Elle va également provoquer des nappes. Et à la fin, un épaississement de la croûte qui va ok, s'épaissir. Tout ça, au fait, c'est lors de la collision. Et après, maintenant, la dernière étape de l'orogenèse, ce serait l'érosion. Ce serait l'érosion. hmm, Parce qu'une fois les chaînes formées, et elle sera, le mot, je dirais, érosonnée par l'eau, dans le sens où, euh, quand je dis érosion, tu as une idée ou pas? L'érosion, c'est le fait que la terre, enfin, en fait, la mer grignote la terre, disons. Exactement, voilà. Donc, il y aura l'érosion là, par l'eau et par le vent, tu vois. Ok, Voilà, donc une fois les chaînes formées, il y aura cette érosion par l'eau et par le vent, ce qui va diminuer le poids, ce qui va diminuer le poids. Donc, la chaîne va remonter légèrement ok, et tout cela va former au fait et l'isostatique. L'isostatique. Je vais essayer de le faire et t'envoyer où tu puisses relire. Et si tu n'as pas compris une partie, tu me rediras. ok. Je veux bien que tu m'envoies, s'il te plaît. Ouais, je vais le faire. Et j'ai une page et tout. Je vais essayer de le faire sur Word et te l'envoyer. Ok, Donc, attends. On fait un partage et on va essayer de le faire. Mhm. oui, Oui, un instant. Je fais un partage. Déjà, le chapitre un qu'on a fait, quelle partie du coup tu as ou tu n'as pas réellement les parties de ce coup-là? Et il faudrait qu'on reprenne le tout. On va essayer de tout rédiger et je te l'envoie. ok, merci. Tu as une partie où on refait le tout. Ouais, une partie, on refait le tout, plutôt. On refait le tout. Ouais, c'est mieux. Ok, d'accord. Un instant. Du coup, là, tu vas essayer de me guider en fonction de la capture que tu as là-bas. On va, Ok, on va le faire.
Donc là, est-ce que déjà tu vois mon écran? Oui. Ok. Donc la première partie, c'était quoi? Déjà, je mets chapitre 1. Euh, Chapitre C'était 1. chapitre 1, les temps et les roches, grand 1, datation relative. Ok. Bon, si je mets chapitre 1 seulement, tu pourras te retrouver, non? On va essayer Oui, oui, d'aller. c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc le grand 1, la datation relative. Mm. Après, en deux, il y avait les rôles des fossiles. Non, Ah, en petite a, il y avait les relations géométriques. Ok. Euh, déjà, je t'avais parlé de l'âge de la Terre. Oui. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais en petit a, il y a les relations géométriques. En B, il y a le rôle des fossiles. Et en C, il y a l'échelle stratigraphique. Ok. Donc, déjà, la Terre a plus de 5 milliards d'années. Je mets ça là. Après, maintenant, je passe à la datation. Datation relative. Du coup, sur la datation, j'ai dit que la datation relative et nous permet de dire quel événement est plus ancien ou plus récent. Ok. Donc là, je vais mettre ça. Donc, après, il y a le rôle des fossiles. Oui, attends, j'essaie de Non, mettre vous direct. inquiétez pas, écrivez, c'est pas grave. Vous pouvez écrire juste l'écriture, ça me va, hein, vous inquiétez pas. Donc là, donc j'ai mis A, la datation. Donc, pour quel événement est plus ancien ou plus récent? Donc, c'est pour te dire qu'au fait que la datation relative, même de voir quel élément est plus ancien ou plus récent. C'est bon? Hmm, Elle permet maintenant de classer les événements dans le bon ordre sans donner d'âge en millions d'années. Elle repose sur des principes. Bon, je mettais sur principes. Elle repose sur quatre principes.
Ok. On a la superposition, la superposition. Donc, la superposition, une couche de roche est plus récente que celle qui la constitue. C'est bon? Oui, Après, on a parlé de l'inclusion. oui. Ok, j'ai compris. On a parlé de l'inclusion. L'inclusion, au niveau de l'inclusion, j'avais pris l'exemple d'un caillou. On dit que si Oui, un caillou est inclus dans une roche, il est plus ancien que la roche. ok. Donc, je mets ça là. Tu vois, Ah ouais, regarder avec. Euh, Après, on a eu à parler de, on a dit qu'il y avait superposition, l'inclusion, la continuité et le regroupement. ok. La continuité, on avait dit, je mets continuité, la continuité. En continuité, une même roche a le même âge sur toute son étendue. Ok. Et le regroupement, le regroupement, le regroupement, là on a parlé des failles. Ok. Oui, je me rappelle. Donc, euh, permet de classer, j'agrandis. Donc, la datation relative, elle permet de classer les éléments dans le bon ordre, sans donner d'âge en millions d'années. Elle repose sur des principes de points, sur quatre principes. Elle repose sur quatre principes. Superposition, en parenthèse, une couche de strates, une couche de roche est plus ancienne que celle située en dessous. La collision. Je vais faire. Inclusion. Si un caillou est inclus dans une roche, il est plus ancien que cette roche. La continuité. Une même couche a le même âge que sur toute son étendue. Et le recoupement. Une faille ou une intrusion est plus récente que celle qu'elle traverse. C'est bon? Oui, Donc, après ça, il y avait le principe, chronologie relative. Une la messe. Les rôles des ok. fossiles. Donc, les rôles des fossiles. Les rôles des fossiles. Déjà, on avait dit que c'était quoi une fossile? Ou bien un fossile. Ça permettait de dater. OK. Mais c'était quoi un fossile? En fait,
Euh, attendez, hein, bah, c'est une trace d'un organisme vivant qui est minéralisé dans une roche sédimentaire. Ouais, c'est ça. Donc, un fossile. C'est un reste d'un organisme vivant minéralisé dans une Hein. roche sédimentaire. Donc, c'est un reste ou une trace d'organisme vivant conservé dans une roche. C'est bon? Oui, Donc, les fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles très utiles pour dater les roches. Ils ont vécu pendant une courte période, mais sur une grande surface, sur une grande surface de la planète. Euh, Et là, tu as des exemples. Parenthèse. Donc, grâce aux fossiles, on peut comparer l'âge de couches dans différents endroits. On peut également reconstituer les paléo-environnements. Donc, qui dit paléo-environnement, dit ancien environnement. C'est bon? oui, Donc, après, il y a quoi? L'échelle stratigraphique. c'est ça. Échelle stratigraphique. Ouais. Donc, en définition,
Tu arrives à lire. Oui, oui, très bien. Donc, l'échelle stratigraphique est une division du temps géologique basée sur les couches de roches, les fossiles qu'elles contiennent. Elles permettent de découper l'histoire de la Terre en différentes unités de temps. Ok. Après, on avait vu quoi sur l'échelle? On avait vu comment construire l'échelle. J'ai oublié. On avait l'analyse des strates. Ok. Bon. Donc, comment construire l'échelle stratigraphique en combinant plusieurs méthodes? Analyse des strates, étude des fossiles stratigraphiques, relation entre régions, datation absolue. C'est bon? Ok, ouais. Ok. Donc, après, on a parlé de l'utilité. Ok. Donc, Chercher du pétrole, charbon fossile, comprendre l'évolution du vivant. ouais, ça fait partie des utilités de l'échelle. Sur le pétrole est une roche, mais une roche liquide. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, le pétrole est une Ah, ça, roche. je savais pas ça. Ouais. C'est une roche liquide. C'est comme le pétrole, le magma et tout. Ce sont tous des roches. Et après ça, on a parlé de quoi? Hum, Voilà, on a parlé de la datation absolue. Oui. Datation absolue. Donc, ici, comme j'avais mis datation relative, quel événement est plus ancien ou plus récent? Datation absolue Hmm. maintenant, c'est quel est l'âge exact en millions d'années? C'est bon? Ok. Ouais, ouais. Parce que, tu peux regarder sur le téléphone et me dire si j'ai oublié un truc, sur l'image que tu m'as envoyée. D'accord. La photo, quoi. Oui, la photo. Euh,
Par rapport à les océans? Par rapport au chapitre 1. Ah, par rapport au chapitre 1, attendez. Euh, L'âge d'un granit d'une région donnée déterminé par radiochronologie, notamment en utilisant la méthode de la droite isochrone. C'est ce qui est écrit dans datation absolue, ouais. Vous avez entendu? Oui, oui. Ça Citation s'appelle la absolue seule. méthode. En fait, l'âge d'un granit d'une région est Mhm. déterminé par la méthode de la droite isochrone. OK. C'est tout ce qui est écrit. Quoi? C'est tout ce qui est écrit. Oui. Il y a écrit, en gros, il y a écrit en fait, la croûte continentale est essentiellement formée de roches voisines du granit. L'âge d'un granit d'une région donnée est déterminé par radiochronologie, notamment en utilisant la méthode de la droite isochrone. Après, c'est des petites questions indiquées à partir de quelle valeur extraite, machin, machin. C'est des questions. C'est pas du cours, en fait. OK. Donc, tu as parlé de droite isochrone, c'est ça? Oui. Donc, on dit, pour connaître l'âge précis d'une roche, on utilise la radiochronologie. Comme on l'a dit, elle est basée sur la radioactivité, comme je te l'avais déjà expliqué. Et la méthode isochrone, c'est juste pour déterminer l'âge d'un ensemble d'échantillons de roches, sans superposer leur composition initiale. Donc, en gros, la méthode isochrone, c'est une méthode qui a pour objectif de déterminer l'âge d'un ensemble d'échantillons de roches, sans supposer leur composition initiale. C'est genre, on ne rentre pas dans la composition. Par rapport, si on prend euh, le magma, on sait que le magma est composé de basalte et de gabbro. Donc, la méthode isochrone, au fait, à partir de la méthode isochrone, on n'aura pas besoin de chercher la composition des roches, mais juste les prendre ensemble en fonction des isotopes fixes qu'elles composent. Tu vois? Est-ce que tu arrives à comprendre? Oui. Oui, j'ai compris. Donc, en gros, la Pardon, méthode. il y avait un petit temps de, il y avait, je crois que c'était un peu déconnecté. OK. Donc, la méthode isochrone, c'est au fait ça. Donc, je vais te rajouter ça en bas ici. Ok, merci. Oui, après. Déterminer, ouais, ok, l'âge d'un ensemble d'échantillons. Ok, C'est bon? oui, OK. Donc, après ça, je pense que c'est tout sur le chapitre 1. ok, C'est sur le merci. chapitre 1. Essaie de voir si tu as des informations, tu as besoin d'explications sur un truc encore au niveau de ce chapitre. Je vais Non, comprendre. j'ai bien compris, merci.
Merci Oui, beaucoup. ok. Donc, ce chapitre, tu auras, sept pages, sept pages, sept pages. Hmm, Donc là, ok. le second chapitre, c'est quoi déjà le nom? Le nom, après, le nom du chapitre 2 Oui, ça s'appelle Les traces du passé mouvementé de la Terre. ok, d'accord. Bon. Voilà. Donc, chapitre 2. Ok. Donc là, on a parlé d'abord de la naissance d'un océan et après Un maintenant, océan, oui. la disparition. Donc, L'altération des minéraux. ouais. Juste, madame, je vais devoir vous laisser. Ok, on finit d'ailleurs à 20 heures, donc c'est bon. Oui. Je Est-ce vais que du finir. coup, est-ce que du coup, vous pourrez m'envoyer ça sur WhatsApp? Oui, oui, je vais terminer ça et t'envoyer ça sur WhatsApp. Merci beaucoup. Je t'en prie et à la Merci, au revoir. prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.